Alors là, on est parti sur cette seconde vidéo de plus longue haleine, mais très instructive, où on va voir cette pseudo-décomposition polaire, qui n'est pas vraiment une décomposition dans le sens qu'il n'y a pas unicité, mais qui va être utilisée pour cette question 19 de l'épreuve MG 2023, que je n'ai pas arrêté d'encenser. Allons-y, je vous rappelle le résultat qu'on voulait montrer. C'était que si A et B sont symétriques sur C, alors A et B sont GLN de C semblables si et seulement si elles sont ON de C semblables, et que le théorème repose sur une version rétrogradée sur C, ça c'est ce qu'on a vu dans la première vidéo, de la pseudo-décomposition polaire sur C, où P est dans GLN de C, implique qu'il existe O dans ON de C, qui est là, et S symétrique sur C, tel que P égale OS. Et surtout, important, cerise sur le gâteau, S peut être pris comme un polynôme en P transposé P. Cette décomposition polaire, on va la décomposer en plusieurs points, et regardez, chaque point est instructif à plus d'un titre. Premier point. Si M est dans GLN de C, M-1 est un polynôme en M. Il faut que tous les candidats à l'agrégation sachent faire ça. 2. Si D est diagonale, alors il existe une matrice diagonale D0 qui est polynomiale en D, telle que D0 carré égale D. L'utilisation des polynômes d'endomorphisme, ou des polynômes de matrice, ici est essentielle pour justement cette commutation qu'on va voir et qu'on a déjà vu dans la vidéo 1. 3. Alors ça, c'est quand même assez original. Entre parenthèses, vous pouvez retrouver ce genre de choses dans le carnet de voyage en analysant. Il existe un polynôme Qn de C de x, de degré inférieur ou égal à n-1, tel que Qn carré est égal à 1 plus x plus un multiple de xn, c'est-à-dire est congru à 1 plus x modulo xn. 4. Si n est nilpotente, il existe une matrice U0 de C de n, telle que U0 carré est égal à identité plus n. 5. Si V est dans GLN de C, il existe une matrice V0 de C de V, telle que V0 carré est égal à V. Donc en fait, tout le truc est d'aboutir à ce 5 où on va pouvoir prendre une racine carrée qui est polynomiale en l'élément dont on est parti. Alors attention, ici, le fait de prendre GLN de C est essentiel. Si V est diagonalisable, c'est pas essentiel. Ici, on voit que, bon, je l'ai dit tout à l'heure pour diagonale, mais c'est vrai aussi pour diagonalisable. Ça va être impliqué par diagonale. Mais si V n'est pas dans GLN et n'est pas diagonalisable, alors là, ça c'est complètement faux. Et vous prenez une matrice nilpotente, une certaine matrice nilpotente va vous montrer que c'est faux. Il faut bien connaître ces contre-exemples-là. On n'a pas de racine carrée de toutes les matrices nilpotentes. Voilà. Il existe toujours en dimension supérieure ou égale à 2 des matrices nilpotentes qui n'ont pas de racine carrée. Bon, on ne va pas s'étaler là-dessus. Donc le 1, c'est un grand classique. Personne ne doit le louper. Le 2 aussi, la partie diagonale, c'est un classique. On va les voir, hein, d'accord. Et la partie diagonalisable, c'est une application classique de ça. 3 n'est pas classique. Voilà. 4 est impliqué par 3. Et 5, ça va être un mélange de 1, de 2 et de 4, grâce, vous vous en doutez, s'il y a diagonalisable et nilpotent, évidemment, je vous le donne en 1000, grâce à la décomposition de Dunford. Alors maintenant, on va regarder les choses point par point. Le point 1, il faut montrer que si M est dans GLN de C, M-1 est un polynôme en M, et oui, c'est Cayley-Hamilton, on écrit Cayley-Hamilton,
comme m est dans GLN2C, bah, le terme ici à 0 qui est égal à moins 1 puissance n det de m est forcément différent de 0. Et donc maintenant, on peut passer au dénominateur et obtenir m-1 comme un polynôme en m. Ne le loupez pas. Le point 2. Si D est diagonalisable, il existe une matrice diagonalisable D0 qui a un polynôme en D tel que D0 carré égale D. Alors commençons par diagonale. On prend la diagonale. Alors ça, normalement, vous l'avez déjà vu assez souvent dans des développements sur la décomposition polaire ou des choses comme ça. C'est un classique. On prend un polynôme interpolateur de Lagrange, soit mu_i tel que mu_i carré égale lambda i. Comme on est sur C, mu_i existe forcément. Ça n'aurait pas été vrai évidemment sur R, mais on est sur C. Bon, voilà. Et Q, un polynôme interpolateur de Lagrange tel que Q de lambda i est égal à mu_i. Alors attention, quand on utilise le polynôme interpolateur de Lagrange, il faut que les lambda i soient 2 à 2 distincts. Mais là, ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas 2 à 2 distincts. Mais par contre, si on a lambda i égale lambda j, on peut prendre mu_i égale mu_j, évidemment, puisque la condition est là. Ce qui fait que on peut se ramener à chercher Q dans le cas où les lambda i sont 2 à 2 distincts. Alors ça, c'est probablement une petite partie un peu subtile qu'il faut photographier dans ce problème de polynôme interpolateur de Lagrange. Alors maintenant, on va poser D0 égale Q de D. Donc ça va faire, c'est la diagonale finalement, Q de D, c'est la diagonale des Q de lambda i, d'après le calcul par bloc, diagonaux, ce que vous voulez. Et donc maintenant, on va avoir diag de mu_i, d'accord, d'après la définition ici. Eh bien, ça nous fait donc D0 carré maintenant, c'est diag de mu_i au carré, donc c'est diag des lambda i. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si c'est diagonalisable? Si D est diagonalisable, alors D s'écrit K, une matrice diagonale, fois K-1 avec K dans GLN de C. Bon, on va poser pour D0 Q de D, avec exactement le même Q que tout à l'heure, ce qui va faire que D0 carré, c'est Q de D au carré, donc c'est K Q de cette matrice diagonale, fois K-1, il va falloir que je mette des parenthèses là et là, donc le tout carré, parce qu'un polynôme, ça commute avec la conjugaison. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre. Quand vous passez Q de K, une matrice fois Q-1, c'est K, Q de la matrice K-1. Voilà. Et donc ici, ça fait D0 carré. Là, on va avoir le diag des Q de lambda i, donc des mu_i. Voilà. K-1. Et quand on met au carré, le carré passe ici sur la matrice au milieu. Et ça, évidemment, c'est diag des lambda i. Et on va retrouver D ici. Donc on a bien trouvé une matrice qui va jouer le rôle d'une racine carrée de D et qui est polynomiale en D. On a terminé pour le 2. Maintenant, point 3. Alors celui-là, je vous ai dit, il est assez original. Et là, je ne vais pas le faire comme dans le problème. Bon, alors, pourquoi? Pourquoi je préfère pas le faire comme le problème? Parce que ce que j'aime bien dans la méthode que je vais vous présenter, c'est qu'elle est pérenne. Elle peut se généraliser à beaucoup de situations. Elle est instructive. L'autre, elle est jolie, elle est délicate, elle est pertinente, mais vous la verrez une fois, vous la reverrez plus. C'est un Kleenex. Si vous voulez, vous utilisez le Kleenex, ça y est, c'est fini. Le Kleenex, vous le jetez. Donc, je vous propose une méthode, des mathématiques durables, on va dire, contre une méthode certainement plus élégante, et surtout, non seulement plus élégante, mais qui généralise les choses, mais
on n'est pas là pour obtenir des grands théorèmes, on est là aussi pour apprendre à se débrouiller dans une épreuve d'agrég. Donc, je vous propose une méthode alternative, quitte après à montrer comment on aurait pu se débrouiller dans un cadre plus général. Alors, regardez bien, on veut qn carré égale 1 plus x modulo xn. En gros, ça veut dire que qn, ce serait la racine carrée, on va dire des bêtises, mais c'est pas grave, qn, ce serait racine carrée de 1 plus x modulo des xn. Eh bien, en fait, on se rend compte que ce truc-là, c'est la version algébrique, ce résultat qu'on propose, c'est la version algébrique du développement limité, vous voyez, qui est polynomial ici, ça va être ça notre polynôme, de racine de 1 plus x. Alors regardez comment ça se passe. On écrit ce développement limité là, avec un petit o de xn-1. Donc je le fais, développement à l'ordre n-1. Bon, je prends x entre moins 1 et 1. Le tout, c'est que j'ai un voisinage ouvert autour de 0. Donc, maintenant, quand je passe le petit o de l'autre côté et que je mets au carré, ça va faire ceci. Avec un autre petit o, mais c'est un petit o quand même, de x puissance n-1. Alors maintenant, là c'est un polynôme, j'affirme que sa fonction polynomiale associée, c'est un petit o de x n-1. Ah oui, c'est évident. Quand x est réel, on est dans un voisinage ici, on a un petit o de xn-1. Très bien. Alors maintenant, je vais effectuer, je veux que xn, d'accord, divise ça moins ça, d'accord, dans c de x. Bon. Donc je vais effectuer, vous me voyez venir, qn, ça va être le polynôme qui est à l'intérieur ici, c'est la somme des alpha k, xk. Bon. Eh bien, ce que je vais faire la division euclidienne de Pn par Xn pour montrer que Xn divise bien Pn. Vous voyez? Là, c'est intéressant. Je trouve c'est intéressant parce que c'est très général. C'est un moment où on bascule d'un développement limité ici à de l'algèbre et même de l'arithmétique des polynômes, de la divisibilité. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très général. Pn est donc égal à Sxn plus R avec le degré de R inférieur ou égal à n-1. Bon, ça, c'est tout à fait la division euclidienne de Pn par Xn. J'ai le droit de le faire. Je suis dans un autre polynôme, C de x. Bon. Alors maintenant, j'écris R comme une somme de bêta k, xk, k allant de 0 à n-1. Donc maintenant, d'après ce qui est là, quand je vais diviser Pn par xn-1, ça devrait tendre vers 0, Pn de x, et ici, comme j'ai divisé par xn-1, là il va rester un x, donc ça tend vers 0, ce qui veut faire que la limite, quand x tend vers 0, de r de x sur x puissance n-1 est égale à 0. Alors, maintenant, j'affirme que r de x divisé par xn-1, on sait donc finalement d'autre part que c'est équivalent en 0 à bêta k0 sur xn-1 moins k0, où k0 c'est le min des bêta k non nul. Bon, par exemple, si bêta 0 c'est non nul, l'équivalent ça va être bêta 0 sur xn-1, ce truc-là. Voilà. Mais oui, mais non, parce que k0 est inférieur, on va tendre vers l'absurde, quoi. K0 est inférieur ou égal à n-1, voilà. Ce qui veut dire que ici, ce sera jamais quelque chose de nul, sauf si, bien sûr, R est nul. Voilà. Moralité, R est nul, et donc Xn divise Pn. Donc maintenant, Xn divise ce truc-là, ce qui veut dire que si on prend Qn
égale ce que je vous disais ici, eh bien Qn carré est congru à 1 plus x modulo xn. Ce qui veut dire en gros que Qn carré est égal à 1 plus x plus xn fois un certain s ou t, comme vous voulez, un polynôme. Voilà, c'était le point 3. Maintenant, le point 4, j'ai oublié de l'appeler le point 4, mais c'est pas grave. Si n est nilpotente, il existe une matrice U0 qui est polynomiale en n, telle que U0 carré est égal à IN plus n. Alors vous voyez ce qui se passe, vous avez compris probablement. Ce qu'on veut, c'est prendre une racine carrée de IN plus n. En prenant une racine carrée de IN plus n, on pense au développement limité, d'accord ? Et ce développement limité de 1 plus x puissance 1 demi, on ne peut pas directement de l'analyse passer à remplacer petit x par une matrice. Mais là, on l'a fait. Parce que petit x, on l'a remplacé par un grand x, et grand x, une fois que c'est un grand x, grâce à ce petit procédé, le grand x, on peut l'évaluer en n'importe quelle matrice. Ça, c'est l'évaluation polynomiale, quoi. C'est les polynômes d'endomorphisme. Donc, là, vous voyez l'idée. Alors, on commence par dire n est nilpotente. Son polynôme caractéristique, c'est xn, puisque toutes ses valeurs propres sont nulles. Donc, n puissance petit n égale 0 par Cayley-Hamilton. On pose U0 égale Qn de grand N, où Qn, c'était le polynôme de tout à l'heure. Donc, ça veut dire que Qn carré est égal à 1 plus x plus xn Rn. Ça, c'est le résultat qu'on a obtenu au point 3. Et donc maintenant, si je pose U0 égale Q0 de n, alors U0 carré, pardon, donc ici il faut mettre carré, c'est Q de n carré. Attention, ce n'est pas un piège. Qn de grand N carré, c'est Qn carré de grand N. Ça commute. Parce que l'application qui a un polynôme P associe P de n, c'est un morphisme d'algèbre entre l'algèbre des polynômes et l'algèbre des matrices, ou l'algèbre des endomorphismes. Mais maintenant, Qn carré, ici, ça va faire, en l'évaluant en n, le 1 va devenir identité, le x va devenir n, et plus n puissance n qui est égal à 0, après ça va faire donc in plus n. Bon, c'est dommage, là j'ai oublié de mettre le carré. Bon, allez, tant pis. En tout cas, on a obtenu notre assertion, notre point 4. Point 5. Si V est dans GLN de C, il existe une matrice V0 de C de V telle que V0 carré égale V. Allons-y. Il faut non seulement trouver une racine carrée de V, mais sous forme polynomiale. Alors, on va partir de la décomposition de Dunford de V. Comme la décomposition la plus classique est la décomposition additive, je préfère partir de la décomposition additive. Là, on sait que V et D ont même polynôme caractéristique. C'est vendu avec le théorème de décomposition de Dunford. Donc, D est inversible, puisqu'ils ont les mêmes valeurs propres. Donc 0 n'est pas valeur propre de V, ce qui implique que 0 n'est pas valeur propre de D. Donc l'inversibilité de V implique l'inversibilité de D. Donc ça veut dire que V est égal maintenant à DU, avec U égale IN plus D-1 N. Voilà. Bon. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la décomposition de Dunford multiplicative dans GLN. Et bon, normalement, c'est bien de la connaître. D et N sont vendus comme étant des polynômes en V. Ça, c'est dans la décomposition de Dunford. Ce qui veut dire que U est un polynôme en V, bien sûr, et que D-1 fois N, comme D et N commutent, ça va être nilpotent. Alors, peut-être une précision, D-1 par le point 1 est un polynôme en D, D est un polynôme en V, donc D-1 est un polynôme en V, et N est un polynôme en V, donc D-1 N est un polynôme en V, donc ça c'est un polynôme en V.
D-1 et n commutent, donc D-1 n est nilpotente puisque n est nilpotente. Maintenant, on a vu par le point 4 qu'on peut trouver un U0 qui est polynomial en U, tel que U0 carré égale U, mais comme U est polynomial en V, ça fait U0 est polynomial en V. Maintenant, on a un D0 pareil, d'accord? Il s'écrit comme, on a un D0 qui vérifie D0 carré égale D, qui est polynomial en D, ça c'était le point 2, mais D est polynomial en V, ça c'est Dunford, donc D0 est polynomial en V, U0, on a vu que c'était polynomial en V aussi. Donc maintenant, quand on va faire Q0 R0 de V, bah, d'après toujours le morphisme d'évaluation, ça fait Q0 de V, R0 de V, donc ça fait ça D0, U0, d'accord? Et quand on va mettre au carré, comme D0 et U0 sont tous les deux des polynômes en V, bah, ils commutent, ce qui fait qu'on a cette égalité, et donc on va avoir DU, donc ça fait V. Ça y est, on a obtenu un polynôme en V, ici, le polynôme c'est Q0, R0, et tout marche bien, dont le carré, hein, ça fait V. Voilà, on va être récompensé de nos efforts, on a démontré tout ça, et maintenant, on va montrer le théorème de pseudo-décomposition polaire sur C. C'est typique de petites choses qu'on doit savoir faire, comme l'utilisation de Dunford, savoir à quel moment on utilise Dunford. Vous voyez, on vous fait démontrer quelque chose sur les diagonales lisables, on vous fait démontrer des choses sur des unipotents ou des nilpotents. Bon, bah, d'accord. Hein, après, on veut faire le cas général, ben, c'est la décomposition de Dunford. Là, ici, pareil, il va falloir refaire un théorème du cours, mais dans un cadre plus général. C'est ça qui est intéressant hein, dans les épreuves d'agrég et à pas louper. Hein. Alors, donc, on a l'habitude, parce qu'on connaît un peu la démonstration du théorème sur R, il faut trouver S tel que S carré égale P transposé P. Voilà. Alors, bah oui, d'après ce qui précède, P transposé P, bah, comme P est dans GLN, P transposé P est dans GLN, donc il possède une racine carrée qui est polynomiale en P transposé P. Ça, c'est notre point 5. S, maintenant, étant polynomial en P transposé P, S est symétrique. Ben oui, puisque c'est un polynôme en quelque chose de symétrique. P transposé P est symétrique. Et inversible. Ben oui, parce que le déterminant de S est non nul d'après cette égalité. Donc maintenant, je pose O égale PS-1, et j'ai donc P égale OS. D'accord ? Ça, c'est la méthode classique. Hein. Et de décomposition polaire quand on est sur R. Voilà. Et maintenant, il faut montrer que O est dans ON de C. Bah, on calcule O transposé O. O transposé O, bah, la transposée de O, c'est la transposée de S-1 fois la transposée de P. Alors attention, ça c'est un truc classique, la transposée et l'inverse, ça commute. Donc en fait, c'est la transposée de S, le tout moins 1. Donc c'est S-1, puisque S est symétrique. Donc ici, ça fait S-1, P transposé et P S-1. Mais P transposé P, bah, ça fait S2. Donc là, on utilise l'associativité. Et là, ça fait identité. Donc on a bien O dans ON de C. Et c'est terminé. Alors maintenant, c'est pas tout à fait fini. On va faire un épilogue. Si K est un corps de caractéristiques différentes de 2 et quadratiquement clos, tout continue à marcher. Hein. On a ce théorème-là de pseudo-décomposition polaire sur K. C'était ça le théorème auquel nous a mené finalement la partie 4, sauf qu'on disait K algébriquement clos au lieu de quadratiquement clos. On se rend compte qu'il suffit de généraliser les points 2, ici, et 3, en remplaçant C par K. Alors, le point 2, bah, c'est évident, parce qu'il suffisait de prendre des racines carrées, c'était l'existence de racines carrées, bah, comme le corps est quadratiquement clos, c'est bon. Voilà. On n'a même pas besoin
qui soient de caractéristiques différentes de 2. Maintenant, le point 3, c'est lui qui impliquait directement le point 4, hein, sans autre forme de procès. Il faut le trouver sur K. Là, c'est un petit peu plus difficile. Alors le point 3 maintenant, il vient du fait que les alpha K qui sont dans le développement limité de 1 plus x puissance 1,5, de racine de 1 plus x. Ben, ces alpha K, c'est pas quelque chose de tout à fait évident, mais c'est des entiers divisés par des puissances de 2. Alors ça, j'en ai parlé dans une vidéo qui concernait les nombres p-adiques. Voilà. Mais dans le problème, le concepteur du problème nous amène à une astuce très élégante. Voilà, c'est une astuce, hein, mais très élégante pour montrer ce résultat-là. Alors, ça veut dire quoi? D'abord, si K était de caractéristique nulle, bon, alors Q est inclus dans K, c'est ça la caractéristique nulle. Et donc le point 3 se généralise, puisque les éléments alpha K, ils sont dans Q, donc ils sont dans K, donc notre polynôme est à coefficient dans K. Donc il n'y a pas de problème. Maintenant, si on a K qui est de caractéristique P, alors P est différent de 2, alors regardez ça, on multiplie Qn par une puissance de 2, le Qn qu'on a trouvé. Donc maintenant, une puissance de 2 assez grande pour pouvoir annuler tous les dénominateurs qui sont là. Donc ça va nous faire un polynôme Q1 tel que Q1 carré, bah, au lieu d'avoir 1 plus x, on aura 2 puissance un certain m, hein, voilà, et on aura égalité modulo xn z de x. Maintenant, on passe dans z. D'accord ? Alors, l'avantage de passer dans z, c'est que si k est de caractéristique p différente de 2, on va trouver un polynôme q ici de z sur pz de x. Donc, le fait que k soit de caractéristique p, ça veut dire que z sur pz de x, ça va être inclus dans k de x. Et là, 2 est inversible, donc je peux inverser ici, et je vais avoir un polynôme tel que q2 est égal à 1 plus x, d'accord, voilà, modulo l'idéal ici. Alors, est-ce que j'ai besoin du fait que 2 est un carré ou pas? De toute façon, comme K est quadratiquement clos, 2 il sera toujours un carré dans K, donc on peut toujours s'en sortir. Voilà, et donc là maintenant, bah, c'est terminé, on a notre point 3. Voilà, ça c'était un petit épilogue, parce que je voulais travailler sur C, mais je ne voulais pas perdre le point de vue du problème. J'ai juste sauté, vous pourrez revoir cette partie 4 après. J'ai juste sauté quand même un point que j'ai trouvé sympathique. Vraiment, je vous conseille de le regarder, mais Kleenex quand même. Voilà. Allez, c'est terminé.